Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous savez, quand on a préparé cette université d'automne, en choisissant le thème de la laïcité, tout de suite, on a eu l'idée de faire une table ronde autour de féminisme et laïcité, comme si le lien entre les deux était évident. Le problème, c'est que le lien, pendant très longtemps, n'a pas été évident. La loi de 1905, bien sûr, ne comporte à l'origine aucune référence à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, son application n'a pas fait obstacle pendant très longtemps à l'absence de droits civils pour les femmes, ni à une citoyenneté réservée aux hommes. Et d'une manière générale, je dirais, les lois républicaines de la Troisième République n'avaient pas pour objectif de promouvoir les droits des femmes. Alors, quelquefois, il y a des nuances. Par exemple, la loi du 28 décembre 1880, qui est la loi sur l'ouverture de l'enseignement secondaire aux femmes. Bon, en soi, c'est évidemment une bonne chose, mais pour Camille C., qui donc est à l'origine de cette loi, je reprends les termes, il s'agissait de fournir des compagnes républicaines aux hommes républicains, et l'exposé des motifs de la proposition de loi pose clairement les termes du débat. Je cite l'exposé. Il ne s'agit ni de détourner les femmes de leur véritable vocation, qui est d'élever leurs enfants et tenir leur ménage, ni de les transformer en savants, en bas-bleus, en ergoteuses. Il s'agit de cultiver les dons heureux que la nature leur a imposés. Alors, je ne sais pas quel était le livre de chevet de Camille C., mais ça aurait pu être Les femmes savantes, parce que moi, quand je lis ça, j'ai tout de suite en tête, je conçois qu'une femme ait des clartés de tout, enfin, je vous passe la suite. Dans le même esprit, c'est à Jules Ferry, qui n'a pas été le pire des antiféministes, que l'on doit des propos édifiants. Je le cite, « Les évêques le savent bien, celui qui tient la femme, celui-là tient tout, d'abord parce qu'il tient l'enfant, ensuite parce qu'il tient le mari. Il faut choisir citoyen, il faut que la femme appartienne à la science ou qu'elle appartienne à l'Église. » Au fond, c'est clair, personne n'envisage que la femme puisse appartenir à elle-même. Dans la culture dominante de la Troisième République, c'est finalement le concept bonne mœur qui fait consensus. Personne ne remettait en cause l'idée d'une nature féminine différente de celle de l'homme qui se réalise dans la maternité. Ainsi, le vote d'une législation hostile à l'avortement dans les années 1920 n'avait pas été contesté par les laïcs et il y avait eu sur ce point une certaine convergence entre ces laïcs et les catholiques. Dans cette logique aussi, la loi républicaine a reflété l'idéal d'une société inégalitaire qui n'a pas été propre aux républicains de cette époque et qui a perduré bien au-delà de la Troisième République. Par exemple, il a fallu attendre la loi du 18 février 1938 portant modification des textes du Code civil relatifs à la capacité de la femme mariée pour que les législateurs mettent fin à la puissance maritale, à l'incapacité juridique de la femme mariée et à son devoir d'obéissance. Vous vous souvenez, jusqu'en 1938, l'article... Enfin, vous vous souvenez parce que vous l'avez lu, bien sûr. Bon. Excusez-moi. Jusqu'à cette date, l'article 213 du Code civil disposait « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari ». La loi de 1938 a toutefois préservé la qualité du chef de famille, reconnu au seul mari jusqu'à la loi du 4 juin 1970, qui a créé la notion d'autorité parentale conjointe. Quant à la citoyenneté politique, on sait à quel point la France a traîné les pieds pour reconnaître le droit de vote des femmes. Alors, j'en ai fini avec ce rappel historique, mais je pensais quand même, on a tellement en tête maintenant, et ce n'est pas un hasard, que laïcité et féminisme ont toujours marché de pair, que je pense que quelquefois, ça fait du bien se dire, oui, mais en fait, il y a des évidences qui ne sont pas si évidentes que ça. Bon, alors, ça a été beaucoup dit hier, ça a beaucoup été dit ce matin aussi, c'est à partir de 1989, et particulièrement 2003, que l'égalité des sexes et la laïcité sont décrites comme consubstantielles, pour reprendre le terme qu'utilise Jean Bobéro. Alors, 89, c'est la première affaire du voile,
qui éclate dans un collège de Creil et qui voit 3 élèves musulmanes exclues parce qu'elles ont refusé de retirer leur foulard. Il faut quand même noter que en 89, à cette époque, l'avis du Conseil d'État sur le voile à l'école ne fait pas le lien entre laïcité et l'égalité entre femmes et hommes. Il aborde le sujet sous l'angle de la liberté religieuse et de la neutralité du service public. Il n'est pas du tout fait mention de l'égalité femmes-hommes. Le véritable tournant, et ça a été dit aussi, excusez-moi, mais quand on passe un peu en dernier, on est amené quelquefois à répéter, le véritable tournant, la véritable bascule, c'est donc 2003 avec la commission Stasi. Dans le rapport final de la commission Stasi, on peut lire, et je le cite, « Aujourd'hui, la laïcité ne peut être conçue sans lien direct avec le principe d'égalité entre les sexes. Et la laïcité intègre l'égalité entre l'homme et la femme. » D'ailleurs, la phrase que je vous ai citée commence par « aujourd'hui », ce qui montre bien qu'on passe à autre chose. Et donc, au final, on aura la loi de 2004 qui donc interdit le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Et puis, en même temps, on a le rapport Barouin avec l'apparition de cette nouvelle laïcité dont il a été aussi beaucoup question tout à l'heure et qu'on pourrait définir, là aussi je reprends Bobéro, je crois, comme une hypertrophie de la neutralité et une atrophie de la séparation. À partir de cette date, c'est-à-dire à partir de 2004, on peut vraiment dire qu'il y a une bascule. L'égalité de sexe et de la laïcité sont présentées comme allant de pair, et la question du voile va être constituée vraiment comme un problème politique. Bien sûr, ça a été dit aussi, l'extrême droite va s'engouffrer dans le discours, ce qui par ailleurs ne va pas l'empêcher de s'opposer au mariage pour tous, plus ou moins ouvertement à l'IVG. Il n'y a pas si longtemps quand même que Marine Le Pen parlait encore d'IVG de confort, ou de prôner des politiques natalistes qui visent à renvoyer les femmes à la maison. L'extrême droite, on le sait, a une défense des droits des femmes à géométrie variable, et Marine Le Pen, par contre, ne manque jamais de rappeler son attachement aux droits des femmes. Et puis, il y a eu apparition, notamment, de ce collectif dont Suzy a parlé, le collectif Némésis, qui est un collectif d'extrême droite, mais qui se réclame du féminisme et qui essaie de s'incruster dans toutes les manifestations, y compris en faisant de la provocation. Alors, ça a été dit aussi, cette question du voile va diviser les partis politiques, les syndicats. C'est une époque, Gérard est parti, je crois, où nous nous retrouvions à la FSU. Au sein de la FSU, ça n'a pas été simple non plus. Ça va diviser les associations et ça va révéler, bien sûr, des tensions internes au féminisme, au féminisme au pluriel, selon que ces féminismes sont réticents ou opposés à l'intégration dans leur discours et pratiques d'une réflexion sur le rapport étroit entre féminisme et histoire coloniale. Très vite aussi, l'obsession du voile va concerner sans distinction toutes les formes de voile. On amalgame hijab, niqab, burqa, bandana. Et moi, je me souviens très bien qu'à l'époque du débat sur le voile intégral, on entendait souvent parler de burqa. Et je pense que ce n'était pas innocent. Parce que la burqa, ça fait référence à l'Afghanistan, bien sûr, et ça fait référence au terrorisme. Et vraiment, que ce soit dans les médias ou dans d'autres types de conversations, était appelé burqa, le voile intégral, la burqa n'étant qu'un vêtement porté en Afghanistan. Voile intégral sans doute. Alors on va aussi s'intéresser à la longueur des jupes. Ça va s'étendre au-delà, et ça va s'étendre au-delà du domaine scolaire. Donc se déploie très vite ce qui ressemble à une véritable chasse au voile dans le domaine périscolaire, puis les crèches privées, bien sûr, on pense à l'affaire Babila. Sur les plages, c'est l'affaire du Burkini, qui est devenu un véritable marronnier d'été. On sait qu'au moment de Noël, on aura les problèmes autour des crèches et que l'été, on aura les problèmes autour des burkinis.
Et les communes savent très bien quel va être le résultat, n'empêche qu'elles continuent à prendre des décrets d'interdiction. Ça va être aussi étendu aux espaces de compétition sportive et ça n'a pas été évoqué en matière d'accompagnement des enfants dans les sorties scolaires. Hein, c'est la fameuse loi Châtel de 2012. Autrement dit, peu à peu, ça s'étend à tout ce qui engage une présence publique, visible et reconnaissable aux yeux de tous, de l'adhésion à la foi musulmane. Un arsenal législatif va se mettre en place et ça a été aussi rappelé. Alors cette chasse au voile ou tout ce qui marque chez les femmes l'adhésion à la foi musulmane pose quand même un certain nombre de questions. D'abord, la signification du voile, pour beaucoup, pour tout un courant, n'est pas laissée à la subjectivité des femmes, mais s'impose de manière évidente à partir d'une signification unique et objective. C'est Elisabeth Badinter, par exemple, qui déclare en 2003 « La symbolique du foulard est claire, soumission, impureté, culpabilité des femmes. » Point barre. Un peu plus tard, Alain Finkielkraut, par exemple, affirme « Ce bout de tissu, bien sûr, signifie aux femmes que leur présence est obscène, que tout en elles et sur elles renvoie à leur anatomie, ou qu'elles constituent de ce fait un trouble potentiel à l'ordre public. » Il y a quand même un certain nombre de travaux de sociologie ou d'anthropologie religieuse qui soulignent que la complexité du rapport au voile, en montrant la diversité des pratiques l'investissant de significations multiples. Et je pense, par exemple, vous avez sans doute constaté que le voile quasiment intégral est plutôt porté par des jeunes femmes, que même de très jeunes filles aujourd'hui portent le voile. Et je crois quand même qu'on pourrait un peu réfléchir à ce qu'il peut y avoir dans ce port du voile par de très jeunes filles d'adhésion, de protection et aussi éventuellement de provocation et de demande de reconnaissance d'une identité. Je pense que vraiment, tant qu'on s'enfermera dans une signification unique du port du voile, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, dans cette optique, en interdisant le port du voile, bien sûr, puisque le voile ne signifie que soumission, on protège la femme contre ceux qui veulent la soumettre, essentiellement, évidemment, les hommes musulmans, et éventuellement contre elle-même, puisque certaines femmes disent ou effectivement le portent librement. Deuxième point, c'est qu'en se prononçant sur le port du voile, l'État tranche une question religieuse, de sorte que potentiellement, ce sont les principes même de l'État de droit et de la laïcité qui sont bafoués. Troisième point, la parole des femmes qui disent porter volontairement le voile est systématiquement disqualifiée. L'interdiction du voile au nom de l'égalité des sexes condamne ou rejette toute parole qui suggère la possibilité d'un choix autonome des femmes musulmanes, et on en vient évidemment à un recul de leur liberté. Il y a une réelle difficulté à penser la femme musulmane comme autonome, autrement que comme victime des autres, d'elle-même. Et il y a derrière ça une forme de paternalisme, au moins, qui je trouve est assez évidente. Les femmes musulmanes voilées se voient sanctionnées pour des choix dont on considère à la fois qu'elles ne sauraient être assez autonomes pour les opérer réellement et qu'ils ne peuvent signifier autre chose que leur soumission à une pression extérieure, leur frère, leur mari ou l'imam. Et je trouve que dans ce schéma de la femme musulmane relais de l'imam, il y a quelque chose qui me rappelle les débats à une certaine époque sur la femme relais du curé. On est à peu près dans la même logique. D'autre part, ces femmes se trouvent privées d'une liberté, celle de se vêtir comme elles le souhaitent, liberté évidemment que conservent les hommes. Même si les règles voulues par la nouvelle laïcité visent formellement les deux sexes, il n'en reste pas moins que dans les faits, ce sont les femmes musulmanes qui exclusivement ou très majoritairement sont directement touchées par ces règles. Ce sont elles qui portent les signes religieux jugés attentatoires à la liberté ou aux valeurs de la République. Les hommes, eux,
peuvent continuer à afficher leur appartenance à la religion musulmane, que ce soit par le port du qamis ou le port de la barbe, sans être inquiétés. Il y a là vraiment une discrimination de genre qui me semble évidente. Et par ailleurs, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, à supposer que les femmes portant le voile islamique et a fortiori intégral soient des victimes, on voit mal en quoi leur exclusion de l'école ou leur cantonnement chez elles par l'interdiction de l'espace public pourrait, puisque tel semble être le but, contribuer à leur libération. Je ne sais plus qui rappelait hier la phrase de Madeleine Rébériou, ni voile, ni exclusion. Jean-Pierre, je crois. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais aussi rappeler que ces différentes affaires du voile puisent aussi dans les réminiscences de la colonisation et de la mission civilisatrice coloniale qui vantait le traitement supérieur des femmes françaises, bien mieux traitées que les femmes indigènes, à une époque où quand même ces femmes françaises n'avaient pas forcément droit de vote, où elles n'étaient pas forcément libérées des restrictions du Code napoléonien. C'est Frantz Fanon qui évoque la plus célèbre de ce qu'on a appelé alors la bataille du voile durant la guerre d'Algérie. Il s'est agi du célèbre dévoilement des femmes algériennes du 13 mai 1958, alors qu'une révolte menace de renverser le gouvernement français. Une cérémonie de dévoilement des femmes musulmanes est organisée, affiche à l'appui, en soutien à la fraternité française et à l'Algérie française. Ces affiches, grâce à Jeff, j'en ai quelques-unes sur mon portable, ces affiches qui ont porté cette campagne à l'initiative d'ailleurs de la femme de Salon, ces affiches, en général, il y a 3 femmes, il y a 2 femmes voilées et une non voilée, bien sûr, une très occidentale, et ce qui accompagne l'affiche, c'est « Soyez une femme comme tout le monde ». Et il y a une autre affiche, toujours le même principe, où il y a 2 femmes voilées, une femme non voilée, et la légende, c'est « N'êtes-vous pas jolie ?» Voilà. Donc, je trouve que cette campagne, moi j'avoue que j'en ignorais l'existence. Je l'ai découverte en préparant cette intervention, mais je trouve que cette campagne en disait long, justement sur la façon dont, déjà à cette époque, était traitée la question du voile. Alors, dernier point, comment on peut articuler féminisme et laïcité ? Bon, on voit bien que dans tous les pays où il n'existe pas de séparation entre l'ordre politique et l'ordre religieux, le patriarcat est le plus fort et par conséquent le féminisme rencontre de grandes difficultés. Les exemples ne manquent pas et on pense évidemment à ce qui se passe en Iran et une fois de plus, on ne peut que manifester notre solidarité avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Il faut quand même aussi faire attention, les choses ne sont pas si simples, parce qu'il arrive aussi que dans certains pays, le pouvoir politique se déclare laïque, mais qu'il passe des alliances implicites avec le pouvoir religieux. En Égypte, par exemple, aujourd'hui encore, les féministes n'ont pas réussi à éradiquer la pratique de l'excision, pratique que beaucoup de parents, aussi bien musulmans que chrétiens coptes, conçoivent comme un moyen de lutter contre les déviations qui pourraient mettre en danger leurs filles. Et on voit bien aussi que, sans que ce soit des théocraties, dans tous les pays où les mouvements religieux sont de plus en plus forts, eh bien, les droits des femmes sont mis en danger. On voit ce qui se passe dans certains États des États-Unis, avec le poids des évangélistes, par exemple, ou ce qui se passe dans certains pays du Maghreb, où le code de la famille, notamment les questions d'héritage, n'arrive pas à avancer. Pour conclure, voilà, on est donc amené à faire un double constat. La laïcité, dans un premier temps, s'est tenue complètement à l'écart de la laïcité, ce qui n'a pas été le cas après. Il faut reconnaître que la laïcité, que le féminisme a besoin de la laïcité, mais que la laïcité seule ne garantit pas les droits des femmes. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte. Et puis,
Pour conclure, il me semble important de rappeler que la pensée féministe, dès qu'elle est apparue avec la modernité, a été une revendication de liberté et d'égalité pour les femmes, dans les mêmes termes que ceux du cas de la laïcité. Car féminisme et laïcité sont tous deux fruits de la pensée moderne. Une pensée qui fait de la raison l'instrument exclusif du savoir et de ses arguments la seule garantie de la vérité. La modernité et les lumières qui en découlent rendront irrationnelles les différences de naissance. Le féminisme, comme fruit de la modernité, rend irrationnelles les différences de sexe. Et je crois que c'est précisément à partir de cette idée moderne de l'égalité plurielle de tous les êtres humains, sans différence de sexe, que Condorcet, par exemple, réclamera dans une proposition adressée à l'Assemblée nationale en 1790 la reconnaissance des mêmes droits pour les personnes des deux sexes et donc l'extension du droit de citoyenneté aux femmes. La laïcité s'appuie sur l'argument de l'émancipation des personnes et le féminisme sur l'argument selon lequel le sexe n'est pas un motif de discrimination. Dans les deux cas, la méthode valable pour l'argumentation est de rendre irrationnel, c'est-à-dire hors de la raison, l'ordre des choses qu'il faut changer. Pour la laïcité, c'est la discrimination par la naissance. Pour le féminisme, c'est la discrimination pour le sexe. Merci.